Bonjour à tous et bienvenue pour ce grand entretien de la journée des rencontres du développement durable co-organisé aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy avec Kedge Business School sur un thème très particulier, dirigé en responsabilité, dirigé du local au global. On va tout de suite retrouver le maire de Bordeaux, monsieur Urmic, mais avant ça, puisque je disais du local au global, prenons la bonne nouvelle du prix Nobel de la paix qui vient d'être décerné à deux défenseurs inénarrables de la liberté de la presse, du droit à la bonne information, alors que nous co-organisons cette journée aussi avec notre partenaire média Pour l'Écho, qui s'interroge sur ces questions fondamentales et qui se destine, entre autres, à ces publics étudiants qui sont très en désir d'avoir une information de qualité. Célébrer une information de qualité, une information libre, plurielle, indépendante, c'est une très très bonne nouvelle, à l'aune où aussi ces rencontres du développement durable servent à vous donner un maximum d'informations. Et on va redescendre, si j'ose dire, de la Norvège à la Nouvelle-Aquitaine avec, je le disais à l'instant, la chance de pouvoir dialoguer avec monsieur le maire de Bordeaux, monsieur Urmic, qui est en direct avec nous depuis la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour monsieur Urmic, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que ça passe de votre côté ? Alors, on a un petit sujet de connexion, mais la régie va faire son office. Quand on disait la liberté de l'information, c'est aussi la technique de l'information. Il faut prendre son temps pour arriver au bon endroit. Et là, on va retrouver, je pense, assez rapidement le maire de Bordeaux, monsieur Pierre Urmic, que je me permets de présenter le temps qu'on arrive à le réintégré dans nos échanges, élève de Jacques Ellul, grand écologiste s'il en est, auteur de très nombreux ouvrages pour penser le rapport entre les êtres humains et la nature, un des membres les plus éminents d'Action contre la faim, donc un collectif qui agit directement au service du premier objectif de développement durable, de lutte contre l'extrême pauvreté, et le second, de lutte contre la faim et la famine dans le monde, un des membres les plus éminents de Génération Écologie, et avocat des grandes causes environnementales. Le maire de Bordeaux, monsieur Pierre Urmic, est avec nous et voilà, le revoici à l'antenne. Bonjour monsieur Urmic. Bonjour. J'ai eu l'occasion d'introduire votre biographie extrêmement impressionnante à celles et ceux qui nous écoutent en rappelant, pour vous repasser la parole, que vous venez d'être élu maire de Bordeaux, maire écologiste de Bordeaux. Et c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que les maires sont des faiseurs inlassables de cette écologie de terrain. Et en même temps, il n'y a pas d'homme d'action sans homme de pensée. Et donc, nous aimerions connaître un peu votre doctrine en matière de développement durable. C'est le sens de ce grand entretien. Et donc, ma question première est assez élémentaire. On dit souvent que le développement durable, c'est trois piliers, l'économique, le social et l'environnemental. On dit aussi souvent qu'ils sont indissociables. Et pourtant, la politique, c'est l'art de choisir, l'art de faire des priorités. Et donc, ma première question est celle de vous demander, sur ces trois piliers, lequel d'entre eux est le premier pilier selon vous, en tant que maire, évidemment. La politique, c'est aussi l'art de conjuguer les impératifs, en priorisant certes, mais en ayant ce souci aussi l'ensemble des impératifs. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est que moi je considère d'ailleurs avec d'autres que le terme de développement durable peut être considéré comme un oxymore. Personnellement, je préfère aussi le terme de développement soutenable, qui est une meilleure traduction d'ailleurs du terme anglais initial. Alors, le concept repose effectivement, vous l'avez rappelé, sur les trois piliers, économique, social et écologique, auxquels nous devons même rajouter un nouveau pilier, qui est la question centrale de l'urgence climatique. Ce qui ne va pas sans tension, c'est-à-dire concrètement comment concilier par exemple zéro artificialisation des sols avec le développement de l'offre de logement ou avec le développement économique de nos villes. Alors à Bordeaux, nous essayons précisément de trouver ce chemin de conciliation, notre territoire pouvant, selon nous, servir de laboratoire à la résolution de ces tensions. Vous savez, je ne cesse de dire depuis le début de mon mandat qu'on peut être un maire bâtisseur sans être un maire bétonneur. Et notre premier acte politique ici à Bordeaux, en début de mandat, a consisté à déclarer l'état d'urgence climatique, ce qui a notamment eu pour conséquence de fixer les objectifs de zéro artificialisation des sols ou de décarbonation de notre économie. Nous travaillons aussi à construire la ville sur la ville, c'est-à-dire à conserver à tout prix nos derniers espaces de nature,
notamment ce qui avait déjà été promis à l'urbanisation par nos prédécesseurs, travaillant à développer des logements, des activités sur des espaces qui sont déjà artificialisés en priorité. Nous travaillons à végétaliser partout où cela est possible. Nous avons un programme qu'on appelle Bordeaux Grande Nature et nous travaillons à concevoir et ensuite partager avec les promoteurs un label que l'on appelle le bâtiment frugal bordelais, qui est riche en bien-être pour l'habitant et pauvre en carbone. C'est-à-dire qui demande notamment qu'on ait recours à des matériaux de construction biosourcés, c'est-à-dire c'est on va décréter un peu la fin du béton. Mais au-delà de ces actions d'aménageur, le maire doit avoir un rôle de régulateur et de facilitateur qu'il n'a pas eu dans le passé dans beaucoup de villes. Personnellement, moi, je ne crois pas du tout un instant à la main invisible, c'est-à-dire à l'autorégulation du marché. Ça produit des catastrophes. Donc, j'essaie d'être un maire qualifié de régulateur ou d'interventionniste. Notamment, une première mesure que j'ai prise, c'est j'ai demandé à expérimenter l'encadrement des loyers. À Bordeaux, comme beaucoup de métropoles, les loyers ont explosé et notre dossier a été considéré par le gouvernement comme étant sérieux et on a obtenu l'autorisation d'expérimenter l'encadrement des loyers. De même aussi, on veut dire, comme expérimentation, nous nous engageons aussi sur des zones à faible émission carbone. Avant même que cela nous soit imposé, nous nous sommes engagés sur cette voie. Donc, c'est une nouvelle vision de notre territoire. Merci, monsieur le maire. Et c'est très intéressant parce que vous venez, en disant ça, faire ressortir l'urgence climatique de votre action. C'est l'objectif de développement durable numéro 13. Et en même temps, vous avez parlé de l'objectif de développement durable numéro 11, c'est-à-dire les villes et les communautés durables avec ce travail de bâtisseur que vous avez mentionné. Si je mets de côté ces deux-là, parce que vous avez déjà été éloquent sur ceci, et en ayant en tête, je le disais en introduction, que vous avez été parmi les initiateurs d'Action contre la faim et donc directement au service de l'objectif de développement durable numéro 2 sur le zéro famine, zéro faim. Quel est selon vous, dans ces actions que vous aimeriez entreprendre en tant que maire depuis un an qui est parti pour essayer de changer la donne dans cette ville magnifique de Bordeaux, quel autre objectif de développement durable vous aimeriez saisir directement? Alors, entre l'égalité femmes-hommes, l'industrie. Vous avez rappelé le 11e objectif sur les villes et communautés durables, qui consiste à rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et soutenables. C'est un seul objectif, mais naturellement, je suis d'accord avec vous, il faut en trouver d'autres, parce que tous ces objectifs n'ont de sens, non pas en piochant l'un ou l'autre, mais que si on les met en synergie, les uns avec les autres. Et cela est d'autant plus nécessaire que la pandémie Covid-19 a largement prouvé la nécessité de construire des villes résilientes face aux crises en matière de santé. On n'a pas parlé encore de santé. C'est devenu un impératif qui est plus que jamais ressorti à l'occasion de cette crise, mais en termes d'habitat, je disais en termes d'espace naturel, de mobilité et d'alimentation. On est en train de changer la façon dont on s'alimente dans nos villes, en ayant recours de plus en plus à une alimentation locale. Nous privilégions des fermes urbaines. Et voilà, notre vision de l'agriculture, mais de l'alimentation est vraiment en train de changer. De même aussi, parmi ces objectifs, souvent on nous dit, mais vous ne parlez pas suffisamment d'économie. Mais si, on en parle souvent, on ne nous écoute pas forcément, mais là aussi, nous devons changer de paradigme. Un des objectifs que j'ai voulu partager avec notre agence de développement, c'est de passer d'une logique d'attractivité compétitive à une logique plus vertueuse de développement durable. C'est-à-dire que les métropoles se sont trop faites la compétition entre elles pour obtenir des activités économiques sur leur territoire, souvent d'ailleurs au détriment des zones métropoles, mais aussi au détriment des territoires périphériques qui nous l'ont beaucoup reproché. Donc, on est en train de changer les objectifs, la feuille de route de notre agence de développement économique, je vous dis, pour passer d'une logique d'attractivité compétitive à cette logique de développement durable. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons marcher sur deux jambes. D'une part, un développement endogène de notre territoire et d'autre part, son attractivité économique, certes, nous y tenons, mais fondée sur des critères d'impact positif pour le territoire et notamment d'impact bas carbone. Et c'est le virage que doivent prendre les acteurs économiques
du territoire. Et nous travaillons vraiment en ce sens, disant, nous ne voulons plus être une ville magnétique. C'était le slogan de mes prédécesseurs. Non, nous voulons être assez sélectifs, nous voulons accueillir aussi des activités économiques qui partagent, qui nous aident à répondre aux impératifs, notamment climatiques, notamment de nos impératifs bas carbone. Et voilà, il faut que le tissu économique s'adapte et je ne perds pas une occasion de dire que nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. C'est tous ensemble que nous voulons construire des territoires bas carbone, voire des territoires zéro carbone là, pour 2050. Et pour ne citer qu'un exemple local, je dirais, nous avons à Bordeaux un grand port qui s'est fixé pour une nouvelle stratégie de se positionner sur la transition énergétique et l'innovation. Par exemple, en développant des projets autour de l'hydrogène vert, autour du refit, autour des transports fluvieux, qui sont des innovations par rapport à un port ou des ports qui étaient autrefois beaucoup spécialisés dans le transport des céréales, des hydrocarbures. Donc là aussi, c'est une nouvelle orientation que prend un acteur important du développement économique de notre ville, de notre métropole. Merci, monsieur le maire. Vous parlez et vous mettez bien en exergue cette grande transition, et j'emploie volontairement ces mots pour faire la différence avec celles et ceux qui s'amusent à agiter le début de la campagne présidentielle avec la théorie du grand remplacement. Ça paraît beaucoup plus intéressant et porteur d'espoir de parler de cette grande transition. En même temps, elle est très difficile à réaliser. Et donc, parce qu'elle est complexe, et c'est sans doute ça qui la rend très importante. Et je voudrais vous interroger, vous, à la fois en tant que maire, mais aussi en tant qu'acteur politique qui allait depuis votre territoire participer à cette campagne présidentielle d'une manière ou d'une autre, vous demandez comment est-ce que vous souhaiteriez que cette question du développement durable, vous préfériez développement soutenable tout à l'heure, prenne sa place dans la prochaine élection présidentielle, dans un contexte où nous avons nous-mêmes intitulé ces rencontres du développement durable « Faisons 2030 dès 2022 », en se rappelant que, comme vous l'avez dit vous-même, l'urgence est là, l'avenir n'attend pas, et il est grand temps de se saisir de ces sujets. Oui, je souhaite naturellement qu'il occupe une place centrale. J'espère qu'il n'est pas trop tard encore pour qu'il apprenne. Qu'on tienne compte quand même, tout le monde s'est ému du dernier rapport du GIEC qu'on a eu au début du mois d'août, mais qu'est-ce qu'il nous dit le rapport du GIEC? C'est que tout va se jouer dans les 10 ans qui viennent. C'est maintenant qu'il faut le faire. Nous pouvons encore limiter le dérèglement climatique, mais à condition de prendre des mesures fortes et rapides. J'ai l'habitude de dire l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Parce que souvent nos partenaires nous disent mais vous êtes pressés. Mais pas nous qui sommes pressés, c'est la situation qui nous oblige à prendre parfois des décisions un peu radicales parce que le temps presse. Vous savez, cet été, j'ai été invité à la fin de l'été à l'université d'été du MEDEF. Et j'y étais précisément le jour où le Premier ministre venait d'annoncer au patron la fin du quoi qu'il en coûte. Et j'en ai profité pour partager avec les patrons du MEDEF. On leur dit, mais il faudrait que tous ensemble on décrète aussi la fin du quoi qu'il en coûte pour l'environnement. Parce que jusqu'à présent, c'était pas le cas. Donc ça, à mon avis, c'est un impératif de mettre un terme au quoi qu'il en coûte pour l'environnement. Et je suis obligé de constater avec vous que les débats actuels de la campagne présidentielle sont pour le moins, c'est un euphémisme, décevants et en tout cas ne sont certainement pas à la hauteur. Moi, je constate que le camp des climato-sceptiques a été un peu fragilisé depuis la défaite de Donald Trump, mais il reste encore très puissant. Trop souvent, les pays riches, il faut bien dire, sont suspectés par les pays du Sud d'instrumentaliser la question écologique pour freiner leur développement et leur ascension sur la scène internationale. Donc, faisons attention à cette arrogance qui nous est encore prêtée. Et puis, puisque je parlais de Trump, j'ai la conviction que le Trumpisme est une école de pensée qui demeure, compris chez nous, et qui est extrêmement dangereuse, notamment vis-à-vis de ces enjeux climatiques et surtout pour d'autres également. Donc, soyons très vigilants pour pas que notre débat politique se trumpise trop, au détriment naturellement des vrais débats, comme ceux que je crois qu'on est en train d'aborder, notamment ce matin. Puis, je pense qu'il ne faut pas qu'on se contente aussi de prêcher la bonne parole en la matière, mais notre devoir, c'est de montrer l'exemple. Et l'Europe, pas seulement la France, mais l'Europe a un rôle crucial à jouer dans la transition écologique. Le paquet législatif visant à traduire les objectifs du Green Deal, secteur par secteur, prévoit une réduction des gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Au moins 55%
d'ici 2030. Mais 2030, c'est demain, c'est pas 2050. Hein, c'est vraiment dans quelques années. Donc, Monsieur le maire, nous vous devons preniez à rester. l'instant le contre-exemple, si j'ose dire, de Trump. Contre-exemple Oui, à double titre, à premier titre climatique, puisque le président Trump a d'abord a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, mais les a aussi considérablement fragilisés au point où la Chine a failli en sortir également. Mais Trump, en cette journée de prix Nobel décerné à deux défenseurs ardents de la liberté de la presse, c'est aussi de nombreuses menaces verbales, si ce n'est physiques, sur celles et ceux qui sont gardiens du débat public. Je prends cette passerelle parce que Trump, c'est le bon exemple de ce qui fait l'intérêt de la question que je voulais vous poser maintenant sur précisément la façon dont, dans un pays hyper polarisé, hyper hystérisé, puisque le Trumpisme a dégouliné sur la France également, il est possible de mener un débat serein, intelligent, un moment politique délibératif et même électoral à la hauteur des sujets. Vous qui êtes maire d'une grande ville, on dit souvent que les maires sont à portée de baffe, malheureusement, ce qui est très vrai politiquement. Vous sentez l'hystérisation du débat public sur le terrain. Comment est-ce que comment est-ce qu'on pourrait recréer les conditions d'un débat politique sain pour faire cette transition qui nécessite des réflexions qui sont plus subtiles qu'un tweet qui dit j'ai gagné l'élection alors qu'il l'a manifestement perdue? oui. D'abord, moi, je ne focalise pas sur la personne de Trump. C'est plus grave que ça. C'est surtout un état d'esprit qui n'est pas seulement outre-Atlantique, qui qui a rapidement gangréné aussi notre vie politique nationale. Façon de lutter contre ce phénomène, c'est de moins souvent parler. Je suis désolé d'en parler à mon tour, mais de moins souvent parler de Zemmour, et que les autres candidats arrêtent de se positionner par rapport aux positions de Zemmour, qu'on mette sur la table les vrais problèmes. Dans la rue, moi, les gens ne me parlent pas de Zemmour, franchement, ils me parlent de leur vie quotidienne, de la ville qui trouve encore trop polluée, de la ville qui n'est pas très propre, etc. Mais les gens parlent de leurs vrais problèmes. Il y en a qui parlent aussi du réchauffement climatique, des enjeux climatiques. Donc, il faut qu'on parle aussi des vrais problèmes des gens et de ne pas se laisser illusionner par le fait que c'est celui qui hurle le plus fort, qui passe le plus souvent à la télé, qui doit fixer le tempo de la campagne électorale. Moi, je suis persuadé, je crois beaucoup à la maturité de nos concitoyens. Je crois que beaucoup sont très préoccupés par les enjeux climatiques et par le fait qu'ils attendent des élus qui leur proposent des solutions rapides pour lutter contre les canicules qui s'annoncent et les dégâts déjà observés sur le terrain. Enfin, on a eu quand même des incendies en Grèce tout près de chez nous cet été, les inondations en Allemagne, en Belgique, c'était pas outre-Atlantique. Hein, on se rend compte qu'on est de plus en plus concerné par ces dégâts, je dirais, ordinaires du dérèglement climatique. Et il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ils s'en rendent compte et ils attendent vraiment des élus des solutions concrètes. Vous avez raison de pointer l'enjeu de la démocratie du quotidien plutôt que la démocratie du spectacle. Ça fait la transition, monsieur le maire, avec la question d'après que j'avais envie de vous poser, c'est bon, laissons de côté un peu la bulle médiatique se gonfler toute seule et admettons qu'elle se dégonfle et que d'une certaine manière votre famille politique et celles et ceux qui en sont les alliés aient les responsabilités en 2022. Faisons un tout petit peu d'évaluation de la situation, ce qui pourrait se passer en 2022. Ça serait quoi la première grande mesure qu'un gouvernement auquel vous pourriez prendre part pourrait prendre en matière de développement durable? Et je me permets de préciser un tout petit peu la question parce que c'est pas pour faire la politique fiction ou vous projeter dans un exercice gouvernemental, c'est vraiment parce que les sujets sont majeurs. Et en particulier, vous avez été très loquace sur la dimension de s'adapter aux conséquences du changement climatique, ce qui est très rare dans le débat public français. Tout le monde parle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, très peu de gens parlent de s'adapter. Est-ce que ce serait l'adaptation, votre première grande priorité? Il y a les deux. C'est vrai que l'adaptation, il y a raison, il y a d'un côté l'adaptation, et puis d'un autre côté, il y a éviter l'aggravation. Moi, je crois beaucoup au fait que il faut qu'il y ait, qu'on décrète, comme nous on l'a fait à Bordeaux d'abord, l'état d'urgence climatique. Donc déjà, que ça ne soit pas un slogan en disant le climat est devenu un impératif. Moi, j'ai la conviction que le prochain mandat doit être le mandat du climat. Donc ça, il faut que l'on y aille. Par exemple, une mesure concrète, ça pourrait être de viser la vente des véhicules polluants dès 2030. Et où,
encore renoncer à limiter la transition énergétique au sauvetage de l'énergie nucléaire. Ça me paraît aussi une aberration. Dès qu'on parle de transition énergétique, on nous parle d'industrie nucléaire, ce qui est un problème spécifiquement français. Les autres pays ne parlent absolument pas en permanence d'industrie nucléaire. Donc on réfléchisse tous ensemble au fait que tout l'argent qu'on a englouti dans l'industrie nucléaire, qu'on continue d'engloutir en pure perte avec l'EPR, qu'on mette une grande partie de cet argent pour démanteler et une autre grande partie pour développer les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique. Tout ça, c'est des secteurs sur lesquels on ne travaille pas suffisamment parce qu'on a des débats totalement décalés. Si vous voulez pourrir un débat sur la transition énergétique, vous commencez à parler du nucléaire. Ça, il y en a qui sont très bons pour faire ça. Donc, du coup, vous ne parlez plus que du nucléaire. Bon, oublions un peu cette spécificité française pour vraiment nous discuter vraiment efficacité énergétique, sobriété énergétique, promotion des énergies renouvelables. Ça, je pense que le futur président de la République, le président du climat, devra parler de ces problèmes-là très rapidement. Et Monsieur le maire, vous disiez à l'instant arrêter comment dire ça, de s'acharner avec des tabous, des totems français. Ça suppose aussi qu'on ait une perspective un peu internationale sur cette logique de développement durable, parce que même si nos responsabilités sont énormes par tête de pipe, la France, les Français ne représentent quand même qu'entre eux 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça suppose qu'on ait une diplomatie écologiste, une diplomatie climatique qui reste extrêmement active. Dans cette logique-là, qu'est-ce que votre famille politique propose en matière de diplomatie écologiste? Est-ce que ce soit à l'échelle d'une mairie, parce que les mairies ont aussi un pouvoir international extrêmement fort, on l'a vu pour préserver l'accord de Paris sur le climat avec les États, les villes américaines qui sont restées dans la dynamique, mais aussi à l'échelle du gouvernement. Comment est-ce que vous aimeriez agir dans ce domaine-là? Alors, d'abord, ce que j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, c'est que peut-être que la première mesure que le président devrait prendre aussi, c'est de présenter sans filtre au Parlement l'ensemble des propositions formulées par la Convention citoyenne du climat. Parce que là, il y a eu une espèce de supercherie. Je pense que voilà, il faut reprendre ce qui a été préconisé par cette Convention citoyenne, qui a bien travaillé. Je pense que le futur président de la République devra s'en saisir immédiatement. Alors, au niveau international, puisque c'est là que vous m'interrogez, je pense qu'il faut que la France redevienne un peu un pays moteur en ce qui concerne les innovations, plutôt que de s'arc-bouter sur des techniques totalement dépassées des années 60. Il faut que nous revenions un pays tout à fait innovant et tout à fait moteur. Nous, c'est ce qu'on fait au niveau des villes. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au fait que les villes doivent être des terrains d'expérimentation et avoir des initiatives un peu audacieuses. Alors, je vais vous citer un exemple très précis qui rejoint parfaitement votre question. Nous, depuis le début de notre mandat, on a beaucoup privilégié l'économie sociale et solidaire. Alors, on travaille avec le tissu économique traditionnel, mais avec un focus particulier sur ces formes innovantes, créatrices d'emplois, que sont les économies sociales et solidaires. Et je pense qu'on s'est fait un peu repérer comme étant une ville qui est un peu en avance là-dessus. Moi, j'ai un adjoint dédié à l'économie sociale et solidaire, et je pense qu'on a été tellement repéré que le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, hein, qui est une ONG internationale qui rassemble des gouvernements, des réseaux de l'ESS et qui est présent sur les 5 continents hein, et dans 36 pays et qui regroupe aussi beaucoup d'organismes. Mais avant mardi, lors de l'Assemblée générale de ce Forum mondial qui s'est tenu à Mexico, et la ville de Bordeaux a été choisie comme étant le futur siège du Forum international, du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'était Séoul jusqu'à présent. Le Forum veut quitter Séoul, a cherché une ville qui lui pensait un peu représenter des réponses à apporter à ces impératifs. Mais ils ont choisi Bordeaux. Et pour nous, je vous avoue que c'est une consécration du travail que l'on fait. Et puis, j'ai envie de dire, c'est aussi pour la France. Hein, c'est bien que la France soit considérée comme pouvant accueillir ce forum mondial, même le siège social du Forum mondial, la présidence du Forum mondial reviendra à Bordeaux et donc à la France. Je pense que sur des sujets comme ça, il faut que l'on soit tout à fait moteur et ça fait partie du rayonnement économique de notre pays. Donc voilà, ça fait le lien entre le local, le national et l'international.
Merci, monsieur le maire. Vous avez été extrêmement précis dans ce fil cousu main du local au global et c'est très important. Et ce même fil qui coud les 17 objectifs de développement durable tout à l'heure, je souligne ce propos suffisamment rare dans l'univers politique français pour montrer qu'on est capable en effet d'articuler sans opposer les uns aux autres ces différents objectifs de développement durable. Je me réjouis pour la ville de Bordeaux, au nom de tout l'écosystème de partenaires des rencontres du développement durable, que vous puissiez nous partager ces excellentes nouvelles pour la ville et pour la France de ce Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, dans ce contexte où la journée qu'on a co-organisée avec Catch Business School depuis Bordeaux aujourd'hui porte sur le thème diriger en responsabilité. Précisément, les entrepreneurs sociaux sont, si j'ose dire, les premiers moteurs de cette économie responsable. Donc merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles, merci à vous pour ce grand entretien et on vous souhaite bon courage dans la suite de vos travaux. Bonne journée. On va continuer. Merci. Merci beaucoup. On va continuer cet échange tout de suite en lieu et place de la masterclass Génération Future qu'on avait prévu juste après parce que malheureusement nos orateurs n'ont pas pu se rendre tous disponibles malheureusement. Monsieur Orsena a été embarqué par le président de la République à Montpellier pour le sommet Afrique-France qui se déroule en ce moment même. Madame Dubos n'a pas pu se joindre à nous in fine. Et donc, pour ne pas perdre ces générations futures dont on a dit à l'instant que leur intérêt vital, vu l'urgence climatique, était en jeu, nous avons gardé les jeunes qui s'étaient mobilisés et c'est moi qui vais les interroger. Donc j'ai le plaisir d'accueillir virtuellement Noah Noufé-Voisin qui est étudiante à Kedge Business School. Bonjour Noah, est-ce que tu m'entends bien? Bonjour, oui, c'est parfait, merci. Voilà, et Noah, avec nous deux, j'ai à ma droite Thomas Gasselin. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas qui a été membre de la délégation française au G7 des jeunes en 2020, donc le fameux Y7 que l'Institut Open Diplomacy a fondé en 2011 pendant la présidence française du G20 et du G8. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Et je rappelle Thomas que tu es également étudiant en école de management à l'EM Lyon. Tous deux passionnés de l'intérêt des générations futures. Ma première question irait à Noah puisqu'on vient de le voir avec le maire de Bordeaux, Monsieur Urmic. On cherche à sortir d'une écologie de l'incantation et rentrer dans une écologie du quotidien qui se fait sur le terrain. Alexandre Donavaille ce matin disait que c'est tout le campus de Catch Business School qui vibre pour avancer. Du côté des étudiants, dans quel type d'action vous êtes engagé pour faire en sorte que la transition se passe aussi à l'échelle de votre établissement d'enseignement supérieur? Alors tout d'abord, merci de m'accueillir. Alors c'est vrai que tout ce qui va toucher aux enjeux du développement durable au niveau des ODD, Kedge y tient particulièrement. C'est un peu un cheval de bataille depuis de très longues années maintenant. Les étudiants intègrent de plus en plus, je le ressens, ces enjeux, cette notion du développement durable et je dirais même plus de soutenabilité. Au niveau de tout ce qui va être de la vie associative, par exemple, chaque association a un référent RSE qui est chargé de communiquer avec la direction en question sur des sujets RSE, sur des actions ponctuelles ou sur des plus grands projets lorsqu'il s'agit de groupes de travail, par exemple. Pour parler un peu de mon expérience, je suis représentante de Kedge, justement, au conseil d'administration du Bureau national des étudiants en école de management et s'investir dans des organismes et des associations qui ont une échelle au-delà et une portée au-delà de notre propre école de management. Par exemple, ça peut être un bon vivier pour trouver plusieurs idées sur cette thématique-là. Merci Noah, ça fait une transition excellente avec la question que je voulais poser à Thomas, puisque je le disais tout à l'heure, Thomas a été délégué au G7 des jeunes, donc à l'échelle mondiale, et Noah nous l'a dit à l'instant, il s'agit d'avoir une portée qui nous dépasse, de sortir, de transcender ce qu'on arrive à faire autour de nous. Précisément, le G7 des jeunes, Thomas, il a vocation à atteindre cet objectif. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et on va rentrer après dans les détails des idées que tu y as défendues avec tes collègues délégués, mais sur la mécanique générale, le G7 des jeunes, à quoi ça sert? Donc le G7 des jeunes, c'est un groupe de travail qui se passe
en amont du vrai G7 avec les chefs d'État et des gouvernements. Donc quelques mois avant, 3-4 mois avant, on commence les négociations donc avec les 7 pays plus un représentant, dans mon cas c'était l'Union européenne. On commence les négociations, on définit des sujets, des grands sujets. Dans mon cas, j'étais dans le comité paix et sécurité, on a défini le sujet de cybersécurité, de la sécurité climatique, on y reviendra peut-être après. Et donc, ces mois avant servent à des discussions, donc toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine, nous nous retrouvons par Zoom, puisque le Y7 2020 s'est passé en pleine période Covid, donc nous nous retrouvons par Zoom et nous discutons, nous négocions les propositions que nous voulons faire aux chefs des gouvernements et des États, des propositions qui viennent des jeunes et qui sont pour les jeunes. Donc nous avons eu nous la délégation française, nous avons eu plusieurs rendez-vous, entretiens avec des spécialistes de divers sujets. Nous avons consulté aussi les jeunes pour savoir quelles étaient leurs attentes au niveau international pour les années à venir. Nous étions en plus en pleine période Covid, donc on sentait que c'était aussi le moment de faire bouger les choses, de changer comment les jeunes pouvaient s'investir dans cette diplomatie participative. Merci Thomas, c'est passionnant et en effet, on est au cœur du sujet, faire bouger les lignes, c'était le thème d'une des journées thématiques de ces rencontres du développement durable. En disant ça, Thomas, tu montres que les jeunes ont beaucoup d'attentes, beaucoup d'idées aussi, pas que du yak à faucon, mais aussi des solutions, un agenda à promouvoir. Et je voudrais me retourner vers Noah, puisque quand on est étudiant, étudiante, que ce soit en école de management ou tout simplement en étant jeune, quel que soit son propre parcours, il y a beaucoup d'attentes en matière de développement durable qui peuvent s'exprimer. Et Noah, ces échanges avec les générations futures, normalement, servent à révéler quelles sont les attentes les plus urgentes. Et donc, je te pose la même question que j'ai posée au maire de Bordeaux tout à l'heure. D'une certaine manière, s'il y avait une priorité number one que toi, tu aimerais mettre à l'agenda de cette élection présidentielle, puisqu'on a intitulé les RDD Faisons 2030 dès 2022, ce serait quoi ? Vous savez, j'ai un peu envie de reprendre les propos de Sarah El Haïry, du coup, qui disait que les jeunes ont indéniablement soif d'action. Je pense réellement et je crois réellement en la capacité à entreprendre des jeunes, à produire des questionnements en amont, etc. Et je pense réellement qu'il y a une sorte de fracture qui existe encore entre l'engagement individuel, comme elle le disait si bien, et l'engagement plus dans sa globalité, j'ai envie de dire. On a des soucis dans tout ce qui va être vote, par exemple, aller en élection. Et je pense que tout se joue en fait au niveau de dialogue citoyen. Je pense notamment à la présidence de la France à l'Union européenne là qui ne va pas tarder en 2022. J'ai eu la chance d'être invitée par la représentation française de la Commission européenne il y a très peu de temps sur un dialogue justement citoyen au niveau de la mobilité durable, et je crois réellement à ces actions, à cette capacité d'action, dans le sens où les jeunes ont besoin de rencontrer des acteurs politiques, donc de terrain. Donc je pense aux mairies, je pense aux maires, mais aussi d'aller gravir un peu plus les échelons et de rencontrer des personnes de la Commission européenne, de la représentation française de la Commission européenne, etc. Sous forme de dialogue citoyen, donner la parole aux jeunes, comme là vous pouvez le faire avec les rencontres du développement durable, et je vous remercie encore une fois de cette invitation. Je pense que ça a un réel impact, et c'est comme ça qu'on pourra faire en sorte de pouvoir mener à bien les projets, et je pense que la présidence de la France au niveau de la Commission, de l'Union européenne, va nous y aider grandement. Merci beaucoup Noah. Écouter et agir, deux grands piliers de tes attentes, et je note cette envie de passer à l'action très concrètement, c'est-à-dire aussi peut-être de sortir
pas sortir de la réflexion, mais sortir du débat. Je le dis parce tu parlais à l'instant des questions européennes, de la France qui va jouer ce rôle majeur de présider le Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois et donc de faire avancer la législation européenne. À l'heure où la Commission vient de mettre sur la table son paquet législatif Fit for 55, réussir à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone d'ici la moitié du siècle, et où nous sommes également dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, donc toutes ces propositions, ces idées qui peuvent nourrir la plateforme de réflexion participative de la Commission, du Conseil et du Parlement pour pouvoir changer les institutions et les politiques publiques de l'Union européenne. Donc on est en plein dedans, si j'ose dire, les rencontres sont ce trait d'union qu'on va essayer de poursuivre. Thomas, même question que ce que je posais à Noah, les jeunes ont beaucoup d'attentes, alors il y a une attente presque entrepreneuriale, si j'ose dire, dans ce que Noah disait à l'instant. Vous, avec le G7 des jeunes en 2020, vous avez formulé aussi votre agenda, vos attentes, et tu parlais tout à l'heure de vos attentes en matière de sécurité climatique. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que vous avez réclamé, si j'ose dire, aux chefs d'État et de gouvernement, qui, je le note, sous la présidence de Donald Trump, ne se sont même pas réunis en format G7 en 2020, en pleine pandémie. Voilà, tout à fait. On était le seul G7, même informel, qui était tenu cette année-là en 2020, avec la spécificité que c'était sous le mandat de M. Trump, donc qui était climato-sceptique. On a quand même voulu, et c'est dans tout le communiqué, c'est un fil rouge de tout le communiqué, rappeler déjà l'importance que les États-Unis soient dans les accords de Paris, et puis définir vraiment la sécurité climatique comme quelque chose qui nous atteint tous les jours. C'est-à-dire, on parle de canicules, on a vu les grands feux de forêt cet été en Grèce, on est rentré dans l'ère des méga-feux, donc on a voulu montrer que le climat, c'était pas pour demain, mais bien pour aujourd'hui. On avait des conséquences qui arrivaient aujourd'hui pour le climat à cause du réchauffement climatique. Et je pense que on a aussi voulu dire que le combat contre le réchauffement climatique, c'est une affaire de tous. Et pour que ça soit une affaire de tous, il faut que tout le monde puisse discuter et réfléchir ensemble sur les actions à mener contre ce réchauffement climatique, et pas seulement que ce soit les leaders qui prennent ces décisions-là. Absolument, merci beaucoup Thomas. Ça nous rappelle à la fois l'esprit de responsabilité et d'humilité qu'il faut avoir pour faire cette transition. Je rappelle que merci à Noah également d'avoir répondu à ces quelques questions. On va s'arrêter là pour cette mini masterclass des générations futures, ramassée autour des idées, des envies d'agir de Thomas et de Noah, depuis le G7 des jeunes jusqu'à Catch Business School. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette 7e journée des rencontres du développement durable co-organisée aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy avec Catch Business School. On continue ces réflexions sur l'esprit de responsabilité que je mentionnais à l'instant en résumant les propos de Thomas, puisqu'on se retrouve à 14h pour notre prochaine table ronde sur la comptabilité carbone, sujet passionnant pour tous les étudiants en management, rébarbatif pour tous ceux qui adorent les chiffres, mais essentiel pour tous les citoyens. À tout à l'heure pour cette journée des rencontres du développement durable, faisons 2030 dès 2022. À tout à l'heure.